Alors, merci d'être là. Je me présente, je suis Daphné, je travaille pour Filmlight. Et aujourd'hui, je vais discuter avec le directeur de la photographie, Pierre Cotreau, et l'étalonneur, Sébastien Mingham. Ils vont partager avec nous leur expérience technique et créative sur la série Arte Polar Park, qui est sortie en novembre. Série qui, je tiens à le préciser, a fait plus de 6 millions d'audience en streaming. Mais avant de discuter de votre travail, j'aimerais tous les deux vous présenter brièvement. Alors toi, Pierre, tu as fait tes études à l'école Louis Lumière. Tu as ensuite fait quelques années d'assistanat avant de débuter ta carrière de directeur de la photographie. Tu fais partie de cette génération qui a appris son métier de l'image sur pellicule et donc qui a vu éclore le numérique. Tu as depuis travaillé sur plus de 30 longs métrages et ta filmographie, elle est très éclectique, ouverte. Donc voilà. Et quant à toi, Sébastien, après un premier diplôme en mathématiques, tu as bifurqué sur un master en sciences de gestion. Durant cette période, tu as développé un très fort intérêt pour la photographie et tu as ensuite découvert l'étalonnage au laboratoire Éclair, qu'on connaît tous. Tu as tout de suite accroché et en 2003, tu intègres la compagnie Micros, qui a travaillé pendant presque 17 ans. Et en 2009, tu as fondé avec deux autres amis étalonneurs, Jackie Lefresne et Nicolas Guibert, la société RV Base, qui est le premier collectif d'étalonneurs en France. Donc, avant de parler de votre travail sur la série Polar Park, moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup chez vous, c'est cet aspect collaboratif que vous avez, parce que ça fait déjà plusieurs années que vous collaborez, enfin que vous travaillez ensemble. Et donc, j'aimerais bien en connaître un peu plus sur votre méthodologie de travail, etc. Donc déjà, combien de projets avez-vous fait ensemble et quel était le premier projet ? On a travaillé sur 8 longs métrages ensemble et 2 séries. Et le premier projet sur lequel on a bossé, c'était Le Voyage de Fanny de Lola Doyon en 2015. Ok. Et est-ce que sur ce premier projet, je sais que vous abordez généralement la problématique de la couleur toujours en pré-production. Est-ce que vous avez fait ça dès le premier projet ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on ne devait pas être chez Micros, puisqu'à l'époque, Sébastien était chez Micros, et que le projet, pour des raisons, j'étais au départ, on était au labo, c'était super, mais pour des raisons de production, on a glissé chez Micros, et en fait, je ne connaissais pas Sébastien. Et il se trouve qu'on s'est rencontrés un samedi en faisant des essais un peu à l'arrache. Et d'emblée, moi pour ce film qui est un film d'époque qui se passe dans la nature, d'emblée j'avais des problématiques de couleur qui étaient liées au fait qu'en plus j'utilisais une caméra qui était nouvelle à l'époque, la Panasonic. Voilà, et j'avais des problèmes sur le verre. Et j'en ai fait part à Sébastien dès les premiers trucs, et j'ai vu tout de suite que c'était des interrogations qu'il avait en commun avec moi, c'est-à-dire comment on fait pour, en numérique, gérer au mieux ces problématiques de couleurs qui sont complexes et larges. Et le truc où on s'est vraiment rencontrés, c'est que moi j'avais une petite habitude à l'époque, c'est que pour trouver la couleur, j'avais de temps en temps l'habitude de passer l'image en noir et blanc quand j'étais un peu paumé. Et en fait, il y a beaucoup d'étalonneurs que ça perturbe. Et Sébastien, tout de suite, il a compris ce procédé-là. Et surtout, on s'est rendu compte qu'on était un peu pareil, c'est-à-dire que la base de notre image pour gérer la couleur, elle était d'abord de gérer le contraste, en fait. Et avec Seb, on s'est trouvé là-dessus. Et depuis, c'est un peu devenu le fondement de notre travail technique et artistique. Donc vous, pour chaque projet, vous allez passer sur du noir et blanc à un moment donné C'est-à-dire, ça fait partie de notre outil de travail. Après, c'est quelque chose de très simple. On a un output de noir et blanc pour l'interroger quand on en a besoin. Voilà, donc c'est un des trucs fondamentaux de notre méthode de travail, qui repose aussi principalement sur du travail en courbe, qui fait sens parce que déjà c'est un outil très puissant, qui n'est pas tant que ça utilisé, mais qui a un potentiel incroyable, qui reste un outil primaire, qui peut donc être intégré dans une lutte. Et donc, en fait, tout notre travail de prépa est appréhendé avec ce système de pensée courbe. Alors quand je dis courbe, ça ne va pas être que
les courbes de rouge, de vert, de bleu, ça peut être de saturation versus saturation, de luminance versus saturation, enfin, toutes les questions qu'on se pose, on essaie de les aborder à travers ce prisme-là, quoi. Et on essaye d'autant plus de les aborder avec ce prisme-là que, en fait, quand on parle de coupe, c'est une notion qui est peut-être un peu complexe pour les gens qui ne connaissent pas, mais c'est un rapport à l'image qui est finalement très proche de l'argentique, c'est-à-dire qui est assez organique, très proche de l'argentique, et qui nous permet, encore une fois, parce que c'est très simple de comprendre comment une courbe fonctionne en contraste, de s'appuyer sur le contraste et d'essayer de te dire la couleur doit naître du contraste, et elle ne doit pas être une contrainte. La couleur ne doit pas être une contrainte sur le contraste. Je donne un exemple simple, c'est que s'il y a des couleurs qui traînent dans les basses lumières, ça va avoir tendance à faire que l'œil a l'impression que les noirs sont gris, par exemple, s'il y a du bleu qui traîne et tout ça. Et en travaillant tel que Sébastien travaille, moi je me suis rendu compte que c'était une bonne manière de gérer ce genre de problème. Ok. Et justement, toute cette phase de pré-production, vous échangez comment généralement ? Alors moi j'ai une méthodologie qui est la mienne, voilà, qui est un peu particulière, c'est que quand on fait les repérages techniques, c'est-à-dire les repérages organisationnels en gros, j'ai toujours avec moi la caméra avec laquelle je vais filmer le film et une optique et je filme les différents décors mais de manière vraiment à l'arrache, quoi, de manière un peu documentaire pour essayer d'avoir une espèce de base d'image de tous les décors de presque tous les décors que je vais filmer, sachant que dans ces décors, la plupart sont pas décorés. Mais moi, ça me permet de savoir que voilà, il va y avoir plein de décors où la base documentaire, un extérieur par exemple, la couleur d'un mur extérieur, il y a plein de choses que je vais pas gérer. Donc c'est comme ça me laisse une espèce de somme de détails de ce que va être le film qu'ensuite on va travailler avec Seb. Et du point de vue des références, par exemple, je me souviens pour Gauguin, qui est votre deuxième long métrage, il me semble que la référence était Gordon Parks. Ouais, voilà. Oui, je sais qu'il y a le travail des verts. En fait, c'est le deuxième film qu'on a fait, donc qui était justement juste après le voyage de Fanny. Donc en fait, on était déjà dans ce rapport à la couleur et tout ça, et donc la problématique des verts qu'on avait déjà questionné sur le film d'avant était encore plus prégnante là-dessus. Donc ce que j'ai oublié de dire dans la méthodologie qu'on partage avec Sébastien, c'est que moi, une fois que j'ai tous ces petits exemples de décors que je vais devoir filmer, je me ramène aux essais avec justement des références entre guillemets artistiques qui sont assez larges. Ça peut être de la photographie, des images de film, une peinture, un bout de tissu qui vont en fait définir d'une certaine manière le premier ancrage de couleurs ou de palette de couleurs sur laquelle on va travailler. Sur Gauguin par exemple, voilà, on avait trouvé cette référence-là. Parce que je savais qu'il fallait filmer des verts et que les verts de Tahiti sont quand même c'est très riche et ça peut être un peu imposant pour l'image, ça peut vraiment l'affadir. Et par exemple, ce qu'on voit là, c'est que moi ce que j'aime dans la première photo, c'est que le vert il n'est pas naturellement vert, il tend vers le cyan, le bleu et tout ça. Et par exemple, ça, c'est des questions qu'on se pose et qu'on se dit quelle palette on doit trouver pour faire que les verts de notre image ils vont être riches et multiples. On le voit sur la photo de droite, il y a des verts qui sont plus denses, d'autres qui sont plus clairs, plus chauds, d'autres qui sont plus froids. Et ce travail-là avec Sébastien, on arrive à le faire, parce qu'il arrive à traduire assez facilement, techniquement et artistiquement la référence, et ensuite parce que lui, il l'interprète. Et le truc qui était bien de Gauguin, c'est que Sébastien il connaissait aussi la Polynésie, donc quand on a parlé de ça, il voyait à quel point comment il fallait faire pour essayer de faire que le truc magnifique qui est là-bas, cette espèce de richesse, de jungle, comment faire pour que ça, au lieu d'être ennuyeux, ça soit quelque chose de riche, quoi. Et voilà. Et je crois qu'on a aussi des références pour Boîte Noire, et la première est assez intéressante, c'est Wong Kar-wai. Oui. Alors là, c'est là où notre méthodologie est. Mais c'est juste pour expliquer que notre méthodologie, c'est une base de travail, c'est un ancrage, et qu'on cherche pas forcément à ce que nos premières références, ça soit ce qu'il y aura in fine.
Là, par exemple, c'est assez clair que entre la photo de droite et la photo de gauche, c'est pas du tout la même chose, mais quand on a posé ça comme référence, d'une certaine manière, moi, ce que j'essayais de comprendre ou de chercher, c'était une espèce de transition des bleus et des jaunes qui soit très franche, en fait. Et que je donne ça à Sébastien, je sais qu'il va le traduire, l'interpréter de la bonne manière. Sur la photo de droite, on voit que les néons et le froid, finalement, il y a quelque chose de la référence de gauche qui résiste un peu dans l'image parce que Seb a une manière de traiter la couleur et le contraste qui fait que ça doit résonner. Alors on le voit plus sur la deuxième référence qu'on a. Là, on voit que... Parce que l'autre référence, c'était Margin Call, qui est une référence plus évidente, c'est une référence plus monochrome. Et le but du jeu, parce que oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait une seule lutte pour chaque film. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de trouver une lutte, un rapport à la couleur qui permet de traiter toutes les images du film, quelles qu'elles soient, des images d'intérieur jour, des images d'intérieur nuit, tout ça, avec la même palette de couleurs, le même contraste. Donc c'est une espèce de petit travail qu'on fait justement avec tous les petits parties documentées que j'ai été chercher au préalable pour faire que on est sûr qu'on a trouvé le point de gravité artistique et technique du film. Et par exemple, là, pour le coup, les deux références, elles sont claires. Et encore une fois, la lutte qu'il y a à droite, c'est la même que la lutte qu'il y a avant, qui, elle, avait une séparation de couleurs. On ne voit pas là que la séparation de couleurs entre les bleus et les jaunes, elle est moins franche que sur l'image d'avant, alors que c'est la même lutte. Et alors, en gros, moi, quand je viens avec ces trucs-là, Seb, il traduit cette intention d'une certaine manière et il se l'approprie. Et sur ce film, ce que je trouve intéressant, c'est que tu l'as traduit. En gros, on se posait la question de comment on allait générer de la couleur sur une image ou une base artistique qui était un peu monochrome. C'est-à-dire, c'est un film de bureau quand même. Ouais, et puis sachant que techniquement, et je pense que c'est de pire en pire, dans le bon sens du terme, mais dans les étalonnages qu'on fait avec Pierre, on fait de moins en moins de masques, on fait de moins en moins de sélection de couleurs, de qui, et que voilà, on essaye de vraiment pousser le bouton des primaires à son maximum. Et encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais par exemple pour deux réglages d'étalonnage, deux propositions différentes basées uniquement sur du travail de courbe. Si on montre les deux propositions, 99% des gens vont penser que voilà, il y a un qui sur l'une et pas sur l'autre ou vice versa, alors que ça reste du primaire en fait. Donc on arrive à des résultats où on arrive à travailler uniquement dans une certaine zone de l'image, sans passer par un masque ni par un qui en fait. Sur ça, par exemple, si je dis pas de conneries, tu avais saturé les médiums. C'est-à-dire que pour faire des transitions, on avait cherché, Seb avait cherché la saturation des couleurs sur la tranche des médiums sans que ça affecte les basses lumières. On avait beaucoup interrogé les saturations justement parce que la rêve de départ, on l'a vu tout à l'heure, c'était Wong Kar-wai et on l'a vu, c'était une image très très saturée. Donc ça a été une porte d'entrée, un ancrage comme tu dis, dans la recherche du look de boîte noire, un travail sur les saturations qui nous emmenait à ça, voilà. Qui n'a effectivement, qui n'a rien à voir avec le film. Parce que voilà, ce qu'on essaye de créer, c'est pas du tout un truc figé. On essaye de trouver une espèce de base technique et artistique qui soit cohérente ou en tout cas fiable. Puis, dernier truc, petit exemple, je me souviens de ça maintenant qu'on en parle. Petit truc tout bête, mais la boîte noire, donc l'objet est rouge, comme on le sait, et je me souviens dans le bureau d'écoute, au moment des tests et des essais, il y avait cette boîte rouge, pour le coup, qui vraiment sortait de l'image, qui était ultra saturée. Et voilà, nous, l'idée, c'était évidemment de baisser ce rouge sans passer par un qui, et que ce soit donc intégrable dans la lutte pour le traitement des rushs. Et typiquement, dans ce cas-là, c'est tout simple. On a fait une courbe de saturation versus saturation, c'est-à-dire qu'on va désaturer ou pas les zones les plus saturées de l'image, ce qui était le cas. Donc voilà, donc on a piqué sur cette boîte rouge, une courbe de saturation versus saturation, et à l'image, on voit, il y a juste cette boîte rouge posée sur l'étagère, qui se désature toute seule. Et, visuellement, on pense que c'est un qui, alors que ce n'en est pas un.
Et donc tout ce travail que vous faites en pré-production, ce qui est intéressant, c'est que c'est des looks qui sont pas du tout rigides, mais en gros ça donne une identité, vous donnez une identité au réalisateur. En fait, on essaye de trouver quelque chose qui soit... Encore une fois, c'est un chemin, hein, c'est pas du tout de donner quelque chose qu'on applique aux roches. Parce que la particularité, c'est que moi, donc on crée ce look. Moi, quand je tourne, je veux pas l'avoir sur le plateau. C'est-à-dire, je tourne avec la caméra en Rec 709 et tout ça, et on la pose sur les roches comme ça, un peu comme en film, le lendemain ou le lendemain. J'arrive à voir comment cette lutte réagit par rapport à ce que j'ai tourné de manière entre guillemets neutre. Seb, en parallèle, souvent réinterroge lui le travail qu'on a fait sur les roches et tout ça. Et alors, parfois, ça peut un peu perturber les réalisateurs parce qu'en fait, l'image qu'on a sur les roches, c'est pas forcément le look définitif. Même quand on fait des essais, on n'est pas focalisé sur le résultat. On essaye juste, encore une fois, d'avoir un travail qui permet d'avoir une base qui est solide avec des intentions qui sont franches. Voilà. Mais que quand on va finaliser, on va pas réinterroger la base technique, la manière dont on a travaillé, l'architecture technique on va pas l'interroger, on va juste interroger l'artistique en fait. Ok. Et aujourd'hui, après avoir travaillé sur autant de projets ensemble, est-ce que vous diriez que vous travaillez plus rapidement? Par exemple, Seb, est-ce que tu sais ce que Pierre attend de toi parce que vous connaissez mieux ou... Non, on travaille pas plus rapidement dans le sens où je pense qu'il faut un temps pour chercher, pour éventuellement trouver, pour digérer. Je pense pas qu'on travaille plus rapidement ou peut-être un petit peu plus, mais c'est surtout dans la communication en fait et dans les réflexes qu'on a. Les chemins qu'on prend, même si on en explore des nouveaux à chaque fois, mais... Et en fait, c'est surtout le truc, c'est qu'il y a un rapport de confiance qui s'est instauré, qui fait que, en fait, moi par exemple, je laisse Seb travailler sur mes images, les images du film, de manière totalement autonome. C'est-à-dire parce que c'est important pour moi qu'il se les approprie. Donc en fait, des fois, il va travailler tout seul, je sais pas combien de temps, et puis à un moment il va m'appeler et me dire tiens, j'ai trouvé ça, est-ce que ça t'intéresse et tout ça. Et en fait notre collaboration, elle se détermine pas en termes de temps, elle se détermine en termes finalement, plus on se connaît, plus on cherche, je crois. Il y a des endroits où on est plus efficace, et des endroits probablement entre guillemets on l'est moins, mais parce qu'on essaye d'être de plus en plus pertinent. Sachant que l'outil évolue aussi, donc des fois on a des nouvelles choses à essayer. Donc voilà, donc je dirais non, on n'est pas forcément plus rapide. Oui, et puis vous n'avez pas une façon linéaire de travailler. Oui, c'est aussi un truc qui est un peu, je pense, un peu singulier dans notre démarche, c'est que quand on on inscrit notre travail sur le long cours de la production, c'est-à-dire qu'on commence en pré-prod, Seb suit vraiment l'ensemble de la fabrication des images, c'est-à-dire qu'il a accès aux rushs tout le temps, il a même accès aux rushs après avoir fini dans la phase de montage. Donc tout le temps où il a envie de travailler sur les images et où on communique, il le fait. Et donc à la fin, quand on arrive à l'étalonnage final, je connais plus ta question, donc je ne vais pas répondre. Non, je disais juste que vous avez une façon de travailler qui n'était pas linéaire. Et quand on arrive à l'étalonnage final, justement, on va pas, par exemple, le jour 1, on va pas se dire il faut qu'on ait fini la bobine 1. C'est-à-dire qu'on va grappiller, on va continuer à enquêter sur le film, parce que pour moi, c'est une évidence qu'un étalonneur, il a besoin de s'approprier l'ensemble du film. Et des fois, le look final, entre guillemets, on va le trouver sur la séquence 67. Donc tant que Seb, il n'a pas fait le tour, pour nous, ça ne sert à rien de commencer à faire des raccords, parce que... Excuse-moi. Ouais, c'est ça. Quelque part, on répète un peu la méthodologie des essais. C'est-à-dire les essais, on passe et on repasse et on repasse. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on va trouver des choses sur certains plans qu'on n'aurait pas trouvé sur un autre, pour des questions de décor ou de lumière, voilà. Mais on va toujours réinterroger avec un réglage des plans sur lesquels on est déjà passé. Enfin, on tourne plusieurs fois autour. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, il va y avoir un défaut ou une couleur qui résonne d'une manière trop forte ou trop faible
qui va être visible, je ne sais pas, sur une séquence et qui sera invisible sur une autre séquence, sachant encore une fois qu'on a une seule lutte de travail. Donc en fait, ça nous permet de préciser, par exemple, il peut y avoir un bleu qui klaxonne, je sais pas, sur un extérieur gris et qu'on n'a pas vu aussi fort sur 90% des autres décors. Et d'un coup, ce truc-là va faire de se dire faut réinterroger la courbe des bleus, sa saturation. Et souvent, quand cet équilibre-là, on l'a trouvé, en fait, tout le reste est mieux. C'est-à-dire que ça nous permet vraiment, c'est une manière, donc à l'étalonnage final, voilà, on travaille comme ça, c'est-à-dire, et au bout d'un moment, quand on sait qu'on a trouvé le bon truc, ça va beaucoup plus vite pour étalonner les séquences. Et surtout, on utilise très très peu les masques et les masques pour cette raison-là. On sait que tant qu'on n'a pas trouvé ce truc-là, ça va pas marcher parce que pour équilibrer l'image, on va commencer à mettre des masques dans tous les sens. Et au final, en fait, sauf quand moi j'ai mal travaillé, ce qui certes arrive assez souvent, on n'a pas besoin de masque. Voilà, on a juste besoin de trouver le centre de gravité de l'image. Et c'est vrai, pour rebondir là-dessus, ce que tu disais, ce côté non linéaire dans le temps, de ne pas faire la bobine 1 la première semaine forcément, ainsi de suite, ça peut faire peur du coup, mais parce que pour nous, la question du raccord, alors évidemment, elle est fondamentale, elle fait partie du job, mais c'est pas notre priorité parce que c'est pas ce qu'il y a de plus dur, je dirais. Des fois, évidemment, il y a des raccords un peu plus compliqués que d'autres par rapport à des aléas du tournage, mais le raccord en soi, si tout est bien rangé, c'est de l'offset en fait. Donc ça peut se faire assez rapidement. C'est pas notre. Oui. C'est pas notre enjeu, il n'est pas là. Exactement. Ok, génial. Alors maintenant, on va pouvoir attaquer la partie Polar Park. Donc là, avec Polar Park, c'est la deuxième série sur laquelle vous travaillez ensemble. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, la série Polar Park, c'est un thriller, mais aussi une comédie dans le grand froid, avec un assassin qui s'inspire de tableaux de maître pour chacun de ses meurtres. Mais on va montrer le trailer, comme ça on sait tous de quoi on parle. Il n'y a pas le son. On parle d'image ici, visiblement. On peut parler en même temps. Tiens, pendant qu'on a le trailer, Pierre, quelle référence as-tu donné à Sébastien? Et puis, si vous pouvez me parler du look en général. Donc, j'ai fait la même méthodologie de travail que d'habitude, c'est-à-dire qu'avant, dans la prépa technique, j'avais la caméra et j'ai filmé la neige, tous les décors tels qu'ils sont. Et après, une fois qu'on avait ça, que j'avais ma petite base de documentaire, des décors qu'on aurait à filmer, j'avais aussi une intention entre guillemets artistique, et il se trouve que l'intention artistique sur ce film, c'était, on va dire, le traitement couleur de Joker. Et c'est assez flagrant, ouais. C'était, alors encore une fois, c'est pas fermé, c'est-à-dire que quand je me suis amené et que j'ai donné ça à Seb, l'intérêt pour moi, c'est que il y avait dans l'image de Joker quelque chose que j'aimais bien, qui a encore une fois à voir avec le rapport du contraste, du noir et blanc et de la couleur. C'est-à-dire qu'il y avait un truc où les couleurs, elles sont assez pures et tranchées. Parce que ce qu'il faut comprendre en étalonnage, et notamment quand on parle de palette de couleurs, c'est qu'en fait, on ferme des couleurs. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs, d'une certaine manière, qu'on s'interdit. Il y a des jaunes qui ne vont pas exister dans l'image, des rouges qui ne vont pas exister, des bleus qui ne vont pas exister. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, les rapports de couleurs, ils sont francs. Alors on le voit assez bien sur cette image, c'est que c'est pas tout à fait la même palette, mais on voit que dans les deux cas, à droite, pour nous, il y a un seul bleu, le rouge, il est tranché, le blanc est pur, la peau est d'une certaine manière. Et après, on a... Pour arriver à, on va dire, la palette de couleurs de droite, bon, il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est que le réalisateur avec qui on bosse, il a un rapport à la couleur qui est très fort, et il est très sensible à ça. Il y a un détail que je te racontais, c'est que par exemple, ce réalisateur, quand on a fait Gauguin, c'est le seul qui m'a envoyé un mail en me disant que esthétiquement, il avait beaucoup aimé la manière dont les verres étaient traités, le cyan qu'il y avait à l'intérieur. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelqu'un qui a un rapport très très fin à ça. Et quand on lui a proposé cette intention,
Voilà, Je crois qu'on a la palette. Donc par exemple, ça c'était une des. Alors c'est une palette qu'on a trouvée sur Filmgrab. C'est pas la palette du film, mais c'est quand même une palette où on voit que les rouges ont une certaine couleur, ils sont un peu bordeaux, que les verts sont pas purs, que les bleus tirent au cyan. Ça c'est un truc encore une fois qui nous permet de comprendre quand on parle de palette, se dire voilà, on va simplifier ce qu'on fait en film, hein, ce que font les ingénieurs de Kodak, c'est-à-dire on va simplifier l'échantillonnage, enfin, je sais pas comment on peut dire, mais la palette de couleurs, l'échantillonnage. Parce qu'en fait, une caméra numérique, elle propose un gros paquet de couleurs et si on ne les choisit pas à l'intérieur, on se retrouve avec plein de couleurs qui ne nous intéressent pas. Donc voilà, c'est sur ça qu'on est parti. Et voilà. Et par rapport au look, Sébastien, il me semble que tu avais voulu faire cet effet. Ah oui, parce que c'est ça qui est important dans notre relation, mais je préfère lancer. Parce qu'en fait, le truc moi je suis venu avec cette ref. Seb généralement il prend ça, il arrive techniquement à bricoler assez vite pour trouver la palette et tout ça avec les outils qu'il a. Et la deuxième phase, c'est que moi, une fois que je lui ai donné ça, je veux qu'il l'interprète d'une certaine manière. Et là, c'est au-delà, pas la bonne surprise, mais c'est ce qui fait que moi, la confiance de relation que j'ai avec lui et la joie que j'ai à travailler avec lui, c'est qu'il a été plus loin dans la demande que dans cette demande, et il a trouvé pour moi un truc du film que je lui laisse expliquer. Ouais, alors, bon, on va dire qu'on le voit là. À un moment donné, je suis parti sur une image, on va dire, sur un traitement mat, un peu comme si on avait tiré ça sur du papier canson. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé tout de suite. Pour le coup, c'est ce décor-là, d'ailleurs, du bar qui m'a donné cette idée-là. Et en fait, on trouvait que ça résonnait bien avec le lieu là où se passe le film, c'est-à-dire un paysage avec beaucoup de neige, de montagnes, brumeux, enfin voilà, et que cet aspect mat collait bien avec une ambiance un peu cotonneuse, enfin de neige, d'hiver, de brouillard. Mais voilà, mais ça c'est arrivé. Enfin, donc pas de surbrillance, l'effet, papier mat. Et c'est vraiment encore une fois, c'est une manière de tirer l'image entre guillemets, c'est-à-dire la manière dont Seb, par le biais des courbes et tout ça, arrive à alors je sais pas techniquement, je sais pas comment techniquement, il fait, je veux dire, mais c'est pas très compliqué. Après, c'est la façon dont on pose la densité contraste, c'est par exemple d'aller chercher le noir, de se rapprocher du point de noir, mais par le biais d'une tangente et pas juste déplacer le point de noir tout seul. Donc c'est pas mal un travail de tangente, de S-curve plus ou moins sculpté, voilà. Mais c'est c'est pas très compliqué en soi en fait, mais c'est juste voilà. Mais donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est toi Seb, tu as eu cette idée d'effet mat que tu as proposé à Pierre, et en fait ce qu'il y a d'intéressant dans votre duo, c'est que vous entendez bien artistiquement aussi, parce que toi ça t'a plu. C'est surtout qu'au-delà d'être un échange, c'est un relais. C'est-à-dire l'image du film, elle m'appartient. Enfin, quand je parle du réalisateur, du travail que moi j'ai à faire et du travail de Seb, on sait tous, à tous les postes et notamment à l'image, c'est un relais. C'est-à-dire que pour moi, finalement, le truc dont je suis content, je sais entre guillemets que mon image, elle est cohérente quand Seb est capable de se l'approprier, de la réinterpréter. Voilà, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est l'image du film. Si moi je donne un travail qui est finalement pas cerné entre guillemets, Sébastien il va pas pouvoir la faire monter un peu plus haut. Et je sais de la même manière que si moi les choix que j'ai faits ils sont pas bien, Seb va avoir la capacité de les réinterroger et de me signifier quand vraiment c'est pas voilà. Et puis de toute façon, c'est ce que tu disais tout à l'heure au début. On a cette chance, en tout cas, d'être sensible à la même chose de ce truc de densité contraste, et que quelque part, je veux dire, tant que le noir et blanc ne nous plaît pas, on passera pas la couleur. Non, mais on passera pas la couleur en fait. Enfin voilà. Et à l'inverse d'ailleurs, on peut faire le test. On regarde une image couleur, on sent qu'il y a une gêne, on est gêné, il y a un truc qui va pas. Il suffit de le passer au noir et blann et on comprend tout de suite. La cohérence, on la voit ou on la voit pas. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait que maintenant on interroge la couleur, mais de manière plus libre, c'est-à-dire et puis surtout de manière très efficace tous les deux. C'est-à-dire que souvent,
Moi, je parle de point de gravité, c'est-à-dire que de l'image, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut trouver le point où on sait qu'on est à l'équilibre. Et en noir et blanc, c'est assez facile à trouver. En couleur, c'est un peu plus complexe. Mais C'est pour ça qu'on passe toujours. Il y a toujours une étape d'ailleurs où on passe par le neutre, parce que voilà, oui, comme tu dis, le neutre est le centre de gravité colorimétrique de l'image, quitte après à repartir vers une direction froide ou chaude, voilà. Mais on a besoin de passer par le neutre pour voir tout ce qu'on a sous le pied, en fait. Enfin, Et pour revenir sur la série, donc il y a des scènes de meurtre qui reproduisent des tableaux. Comment vous les avez abordés c'est ce que je disais tout à l'heure. Comme on a un réalisateur qui est quand même très précis esthétiquement, finalement, ces scènes de meurtre, elles sont rentrées dans la lutte qu'on avait fabriquée au préalable. Et après, moi, le truc que je trouve amusant de notre méthode, c'est à un moment de trouver un truc et de comprendre qu'en fait, on a tapé juste parce que tout dans le projet fait écho. Et notamment, alors, dans le film, il y a plein, au-delà des scènes de meurtre qui sont censées, entre guillemets, de manière ludique, mimer des tableaux, à l'intérieur du film, il y a encore plein d'autres choses, notamment ça, qui sont des espèces de références cachées. Et par exemple, ça, c'était une référence que les gens voient ou voient pas. C'est pas très grave dans le film, une référence cachée au tableau du port. Et en fait, quand moi je l'ai fait, j'ai essayé entre guillemets, de mimer des couleurs ou de me rapprocher esthétiquement d'un truc. Et quand j'ai vu les roches avec le traitement de Seb, je me suis aperçu qu'il y avait une cohérence entre finalement la palette, qui n'est pas tout à fait la même nécessairement, mais qu'on avait choisi, que le côté mat répondait finalement esthétiquement à la peinture de Hooper, qui a un matirage qui est pas brillant, avec des noirs qui sont un peu soulevés et tout ça. Et pareil, avec des transitions de couleurs qui sont très franches et en même temps pas sursaturées, quoi. Et voilà, moi je suis content de ça quand je sais que de manière presque intellectuelle en fait, mais plutôt intuitive, tous les deux, on s'aperçoit que notre travail, finalement, il arrive à trouver sa cohérence tout au long du projet et il ne va pas à l'encontre de l'esthétique du film. Il propose quelque chose. Ok. Et oui, je suppose que le fait que le réalisateur ait une culture de l'image, ça doit être assez agréable pour vous. Et j'ai une autre question. Avez-vous essayé quelque chose de nouveau avec cette série du point de vue de l'image ? Moi, je dirais qu'en fait, c'est pareil, c'est l'intérêt d'une collaboration. C'est qu'en fait, on n'essaye jamais quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que le film d'après permet de s'appuyer sur l'expérience du film d'avant. Donc à chaque fois, c'est une continuité, mais c'est surtout une continuité qui nous dit que, il y a un moment, plus ça va, plus le plafond de verre il se rapproche, et il se rapproche d'autant plus que techniquement les outils s'améliorent et tout ça, et que voilà, que ça soit moi, Sébastien, à un moment réinterroger son travail, c'est toujours compliqué. Et quand on a fait le film là, on était un peu pas au bout, mais Seb commence à être très précis sur tout ça. Et moi, le truc qui me manquait un peu artistiquement, justement, pour travailler la couleur en palette de manière précise, en fait, et je fais pas de la retape pour Filmlight, il se trouve que cet outil, il existe dans la nouvelle version de la V6, et qui est un outil où on veut vraiment précisément travailler la palette de couleurs dans l'espace Stilog, qui est l'équivalent d'un espace ACES, c'est-à-dire se créer des luttes couleurs qui sont très précises et qui sont en gros comme ce que dit Sébastien sur les luttes, mais en 3D, quoi. Et ça, c'était l'outil qui nous manquait pour être un peu plus précis. Par exemple, quand on a fait la palette de couleurs sur ça, j'ai été chercher une photo sur Internet, on l'a mis en Rec 709 dans la machine. Forcément, on était moins précis sur toutes les transitions et tout ça. Alors que maintenant, avec le X-Grade et dont je ne me souviens pas le nom, le chromogène, on arrive à faire ça. Et dans un espace colorimétrique qui est large, parce que on arrive à le faire dans un espace colorimétrique qui est celui de l'ACES. Et donc, voilà, Seb, il aime bien dire que c'est comme de la pâte à modeler. Bon, alors, il nous reste 5 minutes.
Je vais juste poser une dernière petite question pour clore tout, et ensuite on peut peut-être répondre à des questions si quelqu'un en a. Vous en pensez quoi du duo chef-op étalonneur? Bah, La question. Bah, non, pour moi, non, mais bonne question, parce que ce que je trouve génial, c'est que voilà, on se nourrit mutuellement, donc au sens figuré bien sûr. Mais voilà, il y a une émulation et en fait, voilà, chaque projet est une espèce de petit voyage où on sait qu'on va apprendre plein de choses. Enfin, moi je sais que, enfin, évidemment, on va dire que le résultat final est évidemment important, mais ce qui me passionne tout autant, moi, c'est justement le chemin, le temps qu'on prend voilà, à digérer, avancer. On sait qu'on réinjectera ça pour le futur, pour le projet d'après. Enfin voilà. Ouais, c'est ça qui est intéressant mais c'est notre manière d'aborder cette collaboration, c'est qu'on envisage toujours le projet d'après et que le duo étalonneur chef-op, aujourd'hui avec le numérique, c'est au-delà d'être une évidence, c'est hyper important. Et moi, pour moi, c'est d'autant plus important que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'initie à la complexité des outils, pas en termes techniques, mais en termes artistiques. Et après, la complémentarité, c'est quand on trouve un camarade de travail, c'est toujours beaucoup plus riche. Vous aimez expérimenter ensemble. Exactement, ouais. C'est ça. Ok, je me fais tirer les oreilles. On va s'arrêter, mais vous pouvez venir poser des questions à Pierre et Sébastien. Merci d'être venus. Et puis merci Pierre et Sébastien. Merci. Merci.